Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. La CET annonce de nouvelles perturbations de la fourniture d'électricité. La compagnie énergie électrique du Togo a sorti un communiqué ce 13 octobre. Vous l'aviez sûrement remarqué ces derniers jours avec la coupure de courant qui ont repris. Et à cet effet, le communiqué, je vais vous donner lecture de quelques passages juste du communiqué et on va pouvoir en faire le débat. La compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle qu'un incident est survenu sur la centrale Kekeli Efficient Power ce dimanche 13 octobre 2024 à 3h30. Les équipes techniques ont déjà pu localiser la panne et sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Et donc voilà, et le communiqué continue en disant voilà, pour cela il y aura les coupures et donc comme d'habitude il faut débrancher les appareils, les brancher qu'après. Et donc c'est ce qui explique les coupures de courant que vous vivez ces derniers temps dans vos maisons. Mais nous en parlons avec nos invités puisque cette année 2024, ce n'est pas la première coupure en tout cas que le Togo connaîtra. On avait connu de certaines périodes de coupure avant les élections. Pendant la période électorale, ça s'est un peu stabilisé. Entre-temps, ça a repris et puis on nous a annoncé que c'est bon. Maintenant, tout a repris. Et la raison, c'était les perturbations au niveau des lignes des fournisseurs, c'est-à-dire le Ghana et surtout le Nigeria. Mais cette fois-ci, c'est la centrale Kekeli Efficient Power qui a des problèmes, madame. Oui, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que le Togo fait des pas en avant avec un taux d'électrification en progression. L'ambition affichée en droite ligne avec la vision du chef de l'État, c'est justement atteindre une couverture universelle à un taux très élevé. Je pense que lorsque nous regardons les faits et que nous lisons très bien et en comparaison avec en tout cas le déficit en matière de fourniture électrique des pays voisins, il n'y a rien en réalité donc à reprocher au Togo. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que, oui bien évidemment, parce que lorsque vous vous déplacez dans les pays, notamment le Bénin voisin où j'ai pu assister moi-même dans la capitale à des coupures atteignant les 8 heures de temps. Donc vous convenez avec moi qu'au Togo, quand bien même que nous ne pouvons pas quand même nous dissocier de cette crise, en tout cas en matière de fourniture d'électricité qui est généralisée, nous pouvons quand même s'en féliciter un temps soit peu parce qu'on n'est pas encore atteint ce niveau de coupure. Mais qu'à cela nous tienne, nous savons que lorsqu'on parle d'addition d'approvisionnement électrique, nous parlons d'un domaine technique. Et à tout moment, c'est vrai, quelles que soient les anticipations, quel que soit ce que vous mettez en place, il peut arriver que vous soyez donc surpris par des désagréments, des maladresses liées donc à la technologie. Donc je pense que c'est l'un de ces facteurs-là qui a conduit à ce que la centrale Kekeli, qui est un axe très important de la fourniture en matière d'électricité au Togo, a eu une panne. Et très rapidement, ça a été donc annoncé. Et justement, on a parlé de perturbation des coupures électriques. Mais lorsque vous constatez, ce sont des coupures jusqu'à preuve de contraire, rares sont des quartiers qui ont atteint 2 heures de temps de coupure d'électricité. Ça va, ça revient. Là, mon quartier fait partie des quartiers rares, ça. Tout à fait. Bon, de toutes les façons, donc vous avez eu combien? Une journée? C'est pas évident. C'est pas évident. Mais de toutes les façons, on sait que c'est revenu, mais on ne peut pas les comparer avec ce que nous avons eu par le passé. Mais justement, moi, je me rappelle, lorsque la question était donc établie suite au désagrément que nous avions eu, donc si je parle sous vos contrôles, parlant donc des désagréments de coupure que nous avions eu dû au fait qu'on a dit voilà, le Togo avait des adroits, etc. Ça s'est vite rétabli. Mais dans l'une des discussions que j'ai eues avec la ministre d'antan, qui disait, c'est vrai, le Togo a fait des efforts pour stabiliser et grâce aux efforts du chef de l'État qui s'est mis véritablement là-dedans pour que les Togolais aient de l'électricité, on pourrait véritablement revenir en situation parce que le Togo, une partie de la fourniture d'électricité provient des autres pays. Donc naturellement, à partir du moment où vous n'avez pas l'autonomie, la plénitude de l'autonomie en matière de fourniture d'électricité, vous ne pouvez pas être à 100% sûr que vous pourriez avoir de l'électricité constamment durant toute l'année. Donc il y avait des réserves qui étaient donc
émis dû au fait que une partie donc, de l'électricité provient de pays voisins. Et justement, comme un hasard, le dimanche, nous avons eu donc ce désagrément dû à la centrale Kekeli, mais au même moment, lundi, il y avait eu également un incident du voisin nigérien qui nous fournissait donc de l'électricité. Donc les deux combinés ont aggravé un toit sans peu dans cette situation qui a conduit donc à cette coupure intempestive qu'on a constatée ces moments. Mais je pense que jusqu'hier, en tout cas si ma mémoire est bonne, d'après les recoupements que nous sommes en train de faire, on peut plus ou moins arriver, en tout cas que cette situation-là soit en tout cas un mauvais souvenir d'ici la fin de semaine. Parce que de toutes les façons, la direction a mis les moyens qu'il faut pour que cette situation-là soit donc derrière nous. Mais au même moment, on ne peut pas parler de cette situation sans véritablement parler des ambitions du Togo en matière de fourniture d'électricité. On a aujourd'hui un taux d'électrification en progression à travers plusieurs mécanismes. Notamment aujourd'hui, on veut arriver à des énergies donc propres. Justement, c'est le modèle pour des pays qui sont arrivés aujourd'hui, en tout cas, à dépasser cette situation-là, c'est justement mettre en place de l'énergie propre. Et en la matière, le Togo a fait des efforts pour atteindre les objectifs en misant sur ces énergies-là propres. Et justement, lorsque vous prenez, nous avons donc vous prenez par le fonds TIGA qui était opérationnel depuis 2022, dans les régions des savanes, est passé de 22% à 33% en 2022 et 2023. Sur la même période, la couverture dans la région de Kara, par exemple, est passée de 37% à 44%. Dans les régions des plateaux, 29% à 39%. Donc cette hausse de taux dans ces milieux est en partie due au crédit de la mise en œuvre du fonds TIGA qui a touché près de 42 000 ménages aujourd'hui. Donc quelque part, je pense que la couverture en matière d'électrification est l'une des paramètres qui reste au cœur des ambitions de la politique du chef de l'État. Donc quelque part, je pense que les Togolais, on peut véritablement faire en sorte qu'on puisse avoir cette autonomie dans les jours à venir, dû au fait que le Togo veut véritablement donc miser sur ces énergies propres pour faire en sorte que ces désagréments, surtout puisque le désarmement de Santa Kekeli, étant donné que je parlais tantôt des mesures techniques, on peut plus ou moins avoir, mais que cela ne dure pas. Mais à partir du moment où vous dépendez d'un pays voisin, lorsque lui il est en déficit, de toutes les façons, il vous coupe. En tout cas, l'addition en matière d'électricité, et naturellement, on pourrait donc avoir de ces problèmes-là, justement, donc, pour faire en sorte que ces problèmes ne subsistent pas, donc on va vers des énergies propres. Merci beaucoup. À vous, Adam Adronou, Firmet Ekoagbo, la CET vient annoncer des perturbations dans la fourniture de courant électrique. Le communiqué du 13 annonçait que c'était dû à une panne à la centrale Kekeli. Adam vient de le dire, le Nigeria aussi a annoncé une panne sur cette ligne et qui devrait affecter les pays qui achètent de l'électricité auprès du Nigeria, c'est-à-dire entre autres le Bénin et le Togo. Et donc on dirait que c'est un problème double qui fait qu'aujourd'hui les Togolais vivent encore des périodes de coupure d'électricité. Ce ne sont pas seulement les Togolais qui vivent des périodes de coupure d'électricité. Adam l'a dit tout à l'heure, c'est une situation généralisée qui nous fatigue, qui déstabilise nos économies, qui déstabilise presque tous les secteurs, parce que tous les secteurs ont besoin d'énergie, ont besoin d'électricité pour pouvoir fonctionner. Vous savez, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en 2024, nous sommes en octobre. Et des histoires comme ça, nous les vivons encore. Ce n'est pas seulement le Niger, le Nigeria, c'est le Togo, c'est le Bénin. Des histoires que nous vivons, cette année, ça s'est répété. Moi, je le dis toujours et je le dirai à chaque fois que l'occasion me sera toujours donnée. Nous avons échoué sur le plan énergétique en Afrique. Nous avons fondamentalement échoué. Bon, Adam a dit tout ce que le gouvernement togolais est en train de faire, oui. Ça, on peut applaudir des deux, mais le gouvernement togolais a fait des efforts. Depuis que le Fonds Nyasingbe est arrivé, il a fait assez d'efforts sur le plan énergétique pour couvrir assez de ménages aujourd'hui. Il y a des milliers de ménages qui ont l'énergie facilement, ce qui impacte aussi le système éducatif. Ça permet aux jeunes de pouvoir apprendre facilement. Ça permet de relancer un peu l'économie. Il y a des gens qui peuvent facilement vaquer à leurs occupations grâce aux énergies. C'est déjà quelque chose. Ça booste l'économie. Mais ce n'est pas
pas maintenant que nous devons faire ça. Moi, je sais pas, ce que je dis, ce n'est pas à l'endroit du pouvoir, c'est nous tous, en fait. C'est pas seulement maintenant que nous devons mener cette politique, c'est parce que pendant longtemps, les pays africains ont échoué sur le plan énergétique. C'est-à-dire, on n'arrive pas à avoir des programmes sérieux, une politique assez fournie pour pouvoir sortir l'Afrique des ténèbres et pour la positionner sur le chemin de la lumière. On a échoué. Il y a ce que je dis toujours, c'est cette phrase-là, ou cette information que j'aime toujours partager. Jean-Louis Borloo, lorsque Sarkozy était président en France, il était son ministre de l'écologie. Il avait dit qu'il avait besoin de 600 milliards d'euros pour électrifier toute l'Afrique. Mais je veux vous imaginer, il était prêt. Peut-être si le Sarkozy avait réussi encore à avoir un second mandat, il aurait réussi parce qu'il allait descendre dans tous les pays pour pouvoir avoir de l'argent piocher de l'argent de la part des chefs d'État pour pouvoir mettre en œuvre toute sa politique ou tout son projet, pour faire dérouler tout son projet. Mais là, je veux que l'Union africaine peut-être, ou tous les chefs d'État africains me disent un jour, nous avons besoin de peut-être 1000 milliards. Je dis quoi, 600 milliards, oui, plus de 1000 milliards pour électrifier toute l'Afrique, d'euros ou de dollars pour électrifier toute l'Afrique. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu ça. Donc, du moment où on n'arrive pas à avoir une politique bien coordonnée, une politique bien soutenue pour électrifier toute l'Afrique, mais je pense qu'on va toujours avoir des problèmes. Je ne pense pas que jusqu'à présent, toute l'Afrique soit électrifiée à plus de 60%. Je ne pense pas. Ça veut dire que l'économie ne peut pas tourner normalement. Ça veut dire que nous aurons toujours des problèmes au niveau de l'éducation. Ça veut dire que nous aurons des problèmes au niveau du climat. Nous aurons des problèmes au niveau des transports. Nous aurons des problèmes au niveau du numérique. Nous aurons des problèmes au niveau de la communication. Parce que l'énergie régente assez de domaines. Donc sur ce plan-là, si nous n'arrivons pas à avoir ce plan, moi je pense, Guillaume Roy, que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Ce que Faure Gnassingbé fait, c'est bien. Ce que les autres chefs d'État aussi font, c'est bien. Mais ça ne peut pas nous aider. Ça ne peut pas nous aider à individuellement, ça ne peut pas marcher. Individuellement, ça ne peut pas marcher. Individuellement, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, il faut que peut-être, si on va le faire par région, mais ça va être peut-être acceptable. Ou que toute l'Afrique de l'Ouest se dise, on a besoin de tel milliard de dollars, tel milliard d'euros pour électrifier toute l'Afrique de l'Ouest. Et on sait que ces genres de problèmes seront mineurs. Vous imaginez qu'on puisse couper l'électricité aux États-Unis, à New York, pendant 8 heures de temps, mais le monde entier va sombrer. Le monde entier va sombrer, même 1 heure de temps. 1 heure, ce n'est pas possible. À moins qu'il y ait de ces cataclysmes-là, ou Katrina et autres. Mais en situation normale, moi je ne pense pas. Ça veut dire que sur le plan énergétique, nous avons échoué en Afrique. Nous avons échoué en Afrique. Le président de la République togolaise, oui, il fait de son mieux. Parce qu'à la base, il n'y avait pas de cette politique-là bien soutenue, qui puisse couvrir toute l'Afrique de l'Ouest et qui puisse couvrir tout le continent africain. À ce niveau, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc on va encore parler, bien sûr, Guillaume Roy, on va débattre de ce sujet du jour au lendemain, peut-être 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 mois, on va voir l'électricité sans souci. Mais du jour au lendemain, on va dire il y a eu un problème peut-être au Central Kekeli, on va dire il y a un problème au niveau du Bénin, on va dire il y a un problème au niveau du Nigeria, que en réalité le courant n'a pas pu passer, et puis c'est comme ça, on va encore être dans le noir pendant des heures. Et on va reprendre les mêmes choses. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher comme cela. Si le président de la République, c'est lui, moi je sais qu'aujourd'hui il est beaucoup écouté dans la sous-région. Le président de la République togolaise, il est beaucoup écouté dans la sous-région. Au moins qu'il profite, qu'il profite de son aura, de sa popularité aujourd'hui, à parler aussi de ces projets-là avec ses pairs. C'est ça qui va être intéressant. Aujourd'hui, il est tellement écouté. Quand vous suivez les chaînes internationales, par exemple de la région ou du continent, vous voyez comment on parle bien du Togo. Vous voyez comment on parle du panafricanisme Faure Gnassingbé. Alors qu'il en profite pour parler à ses pairs. Les gars, on a un problème. Ce n'est pas seulement la politique, mais c'est l'énergie. La politique, c'est l'énergie. La politique, c'est l'agriculture. La politique, comment on peut relancer le continent sur tel point, tel point. Lorsqu'il va à ces rencontres, qu'il discute avec ses pairs. Parce que seul, il ne peut pas. On sait qu'il est présent dans toute l'Afrique de l'Ouest. On sait qu'il est présent dans tout le continent. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'AES sans parler de Faure Gnassingbé. Les Américains, pour parler de l'AES, doivent vous s'adresser à Faure Gnassingbé. Les Français, pour parler de l'AES, doivent s'adresser à Faure Gnassingbé. Parce que tout d'abord, géographiquement, le pays il est bien assis sur le plan de la géostratégie, et encore que c'est un interlocuteur crédible, que tout le monde aime même écouter. Donc aujourd'hui, il faut que le président de la République prenne à bras le corps ce problème d'énergie pour dire, les gars, il faut qu'on trouve des moyens pour pouvoir établir ou pouvoir élaborer une bonne politique énergétique. Sinon, le fronting, c'est une bonne chose. On va progresser. La hausse, on va progresser. Peut-être dans les prochaines années, on sera à 90%. Mais on peut être à 90%.
Mais du jour au lendemain, on peut avoir encore le problème comme Kekeli ou le Nigeria. Retomber dans le même travers, c'est un peu compliqué. Alors, je reviens à vous, Adam. Vous disiez tout à l'heure que si tout va bien jusqu'à la fin de cette semaine, la situation devait revenir à la normale. Mais moi, j'ai une question, puisque si on s'en tient uniquement au communiqué de la CET, c'est un problème au niveau de la centrale. Mais vous l'avez reconnu, il y a un autre problème au niveau du Nigeria, qui est l'un des fournisseurs. Alors, comment peut-on être sûr, si on ne sait pas au niveau du fournisseur, comment il gère le problème et jusqu'à quand ce sera réglé? Est-ce à dire que nous avons encore de beaux jours de coupure devant nous? Bon, je pense que la question telle que posée serait très difficile à répondre dans la mesure où, si nous disons que d'ici la semaine d'un, c'est qu'on a localisé la panne advenue donc au niveau de la centrale. Et que les techniciens sont en train d'y travailler. Voilà, tout à fait. Donc, sur ça, le Togo peut muser en disant, ou les responsables de la CT vous diront véritablement que dans telle proportion de temps, on pourrait véritablement donc finir de résoudre le problème. Puisque ce problème-là également a suscité un autre aspect. Et je pense que dans l'anticipation, puisqu'on a toujours dit le modèle de développement d'un pays dépend justement sur son modèle institutionnel. Le modèle institutionnel, c'est justement être dans l'anticipation. Et cette anticipation, vous savez, quoi qu'on dise, c'est vrai, Firmin le disait tantôt lorsque nous prenons le modèle économique en ce qui concerne dans l'énergie, si on prend l'aspect du fait que l'énergie aujourd'hui est un soubassement de développement. C'est un soubassement de développement, donc on ne peut pas négliger la production ou l'offre d'énergie en matière donc, de développement. Donc justement, partant de ça, et étant donné que le Togo s'est fixé l'horizon 2025, d'après certains politiques, pour son sud des parties de l'énergie fossile, puisque entre-temps c'était l'énergie fossile, pour être concrètement dans l'énergie, en tout cas renouvelable, dans ce mix qu'on utilise aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est le système mix, justement par là donc du fossile et de l'énergie renouvelable. 50%. Donc déjà 50%, à cela, ça voudrait dire quelque part, si on rajoute réellement donc les productions de contour global et les productions que nous achetons, on peut être dans la moyenne. Donc, mais ce que, répondant donc à votre question... On mise beaucoup plus sur l'électrique, l'énergie électrique. Oui, en tout cas, tout ça, c'est l'énergie propre. Pour se départir de l'énergie fossile, que nous avions toujours utilisé, l'énergie propre. Donc, quelque part, répondant donc à cette question liée donc au Nigeria, c'est là où je vous disais, dans l'une de mes causeries avec le ministre d'antan, il disait, on ne peut pas directement en matière de planification politique sur l'approvisionnement en électricité, dire à 100% ou donner des gages de garantie que demain, on ne pourrait pas donc avoir, ou on pourrait à 100% vous produire de l'électricité à partir du moment où une partie de cette électricité-là est achetée dans les pays voisins. C'est ce que je voulais vous faire remarquer quand vous disiez que tout à l'heure... Non, en fait, on s'est mal compris, parce que je parlais de la centrale Kekeli. Ok, d'accord. Tout à fait. Que sa panne serait résolue dans les jours à venir. On n'est pas au Nigeria, nous on ne peut pas... Bien sûr, c'est pourquoi je vous ai relancé. Alors, Firmin, il faut aussi compter sur les voisins, puisque jusqu'à présent, nous dépendons d'une certaine manière de nos voisins et qui nous fournissent une partie de notre électricité. Et quand ils ont des problèmes, il faut comprendre que nous ayons des répercussions chez nous. Non, mais j'ai dit, nous, il faut compter sur des voisins. Vous le dites, mais on ne peut pas toujours continuer sur des voisins instables. Ils ne sont pas stables. Vous imaginez, nous ne sommes pas stables, ils ne sont pas stables non plus. Donc, autant ils auront des problèmes, autant nous aurons des problèmes. Ça veut dire que nous sommes dans une instabilité, nous sommes dans une incertitude totale. Pendant longtemps, on ne sait même pas là où on va. C'est-à-dire, c'est ça, en fait. On peut avoir de très beaux projets, on dit oui, on voit tous les efforts que le Togo fait. Mais du moment où nous ne sommes pas stables, c'est-à-dire moins de choses, on a un appareil qui est en panne et c'est tout le système qui est bousillé. Et on replonge dans le noir. On va mettre en place des stratégies. Oui, on va monter la barre. Des ménages vont être électrifiés. Des ménages qui sont aujourd'hui dans les ténèbres vont retrouver la lumière dans les jours à venir. Mais du jour au lendemain, si le Nigeria a un petit souci ou le Ghana a un moindre souci, et voilà, tout repart à zéro. On va encore crier, on va critiquer le gouvernement, on va dire non, ça ne va pas, ce n'est pas sérieux, ainsi de suite. On va continuer ça jusqu'à quand? La meilleure des choses, c'est de réfléchir, de prendre du recul pour se dire, mais comment on peut résorber cela? Comment on peut régler définitivement ce problème-là? Parce que ce que nous avons, mais ça traîne, ça fait plus de 60
60 ans. C'est ce qui me paraît bizarre. Les gens disent oui, 60 ans on est indépendant, nous sommes déjà des États souverains. C'est ce que certains panafricanistes disent. Mais regardez, ce petit problème d'énergie, on n'arrive pas à le résoudre parce que nous avons des antécédents qui ne sont pas sérieux. Alors ce que nous devons faire, c'est une question de vision. Moi je vais me répéter, que le président de la République prenne sur lui cette responsabilité de discuter du sujet avec ses pairs de la région et de tout le continent lorsqu'ils vont à l'Union africaine pour leur dire, les gars, on peut sauver cette situation. Si un Français peut se dire, j'ai besoin de 600 milliards d'euros pour électrifier toute l'Afrique, 600 milliards d'euros, mais ça ne manque pas au continent africain. On peut trouver ça, on peut trouver 1000 milliards, on peut trouver 20 000 milliards d'euros dans tout le continent. Qu'est-ce qui garantit qu'en réalité, lorsque vous faites des anticipations en ce qui concerne les politiques, et vous le dites, c'est pas aussi évident, parce que les ambitions politiques en matière d'énergie, les pays, en tout cas que nous sommes, nos pays de la sous-région, c'est très bien gouverné. Et nous avons véritablement des regroupements. Donc, le cadre pour en débattre n'en manque pas. Le cadre est là. Voilà. Que ce soit au niveau de l'UMOA, de la CEDEAO, il y a un cadre. C'est qui justement, va introduire les débats. Non, mais chaque pays aujourd'hui, à toute la façon, a le feu sur la fête parce que chaque pays essaie d'interroger son gouvernement de pouvoir résoudre son problème. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, à partir du moment où vous avez déjà ce cadre-là qui peut être amélioré. C'est bien de le faire individuellement. Ce cadre est déjà là pour être amélioré. Mais pour le moment, chacun trouve individuellement son problème à lui. Vous ne pouvez pas, à partir du moment où vous n'avez pas encore. Plutôt, nous parlons de 50% d'énergie renouvelable. Oui, et on passe également du département de la CET qui doit désormais miser sur le potentiel des systèmes de stockage d'énergie par batterie pour faire en sorte que lorsque ça advient, qu'on ait au moins le peu pour alimenter en attendant qu'on advienne. Regardez, c'est-à-dire on va toujours vivre dans une certaine psychose. C'est-à-dire on a ça, on se dit on est un peu stable, mais du moment où le voisin a des problèmes, ou du moment où nos appareils, qui ne sont pas aussi permanents des problèmes, on reprend dans le noir. C'est-à-dire, alors que si on avait une politique sérieuse, c'est-à-dire c'est pas là sur un mineur. C'est pas le mineur. Le problème, c'est que nous ne sommes pas stables. Donc, on a besoin de moyens, on a besoin de revoir nos cadres de discussion. Moi, je dis que le président de la République, Faure Gnassingbé, il place le débat lors de leur réunion internationale. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Adam Adjono. Oui, mon sujet de choix, c'est justement cette innovation introduite par le président de l'Assemblée nationale qui veut véritablement être, que l'Assemblée nationale, il souhaiterait que l'Assemblée nationale puisse être davantage proche de la population. Et à son arrivée, à son magistère, il a dit directement que démystifier l'Assemblée nationale est l'une de ses préoccupations. Parce que la population ne doit pas avoir des difficultés à avoir accès au président de l'Assemblée, par exemple, et encore moins aux députés. Donc pour lui, il a mis en place des dispositifs, faire en sorte que d'abord, les médias puissent être intéressés à la chose parlementaire, d'avoir le temps donc de pouvoir en tout cas mener, en tout cas traiter des informations saines et des informations utiles à la population pour que cette population-là puisse se rendre compte en réalité de ce qui se fait au niveau de l'hémicycle. Donc je salue au passage cette formation qui, un premier round a été donc passé, je pense, la semaine dernière, et je pense qu'il y aura encore d'autres, mais pour lui, il essaie véritablement de faire en sorte que tous les médias du Togo, puisque pour atteindre la cible en réalité, lorsque vous passez par les médias, et il est parti par là pour organiser dans ces formations-là, donner de la matière aux journalistes pour véritablement que ces acteurs-là puissent s'intéresser à la chose parlementaire et faire en sorte que sa politique, en ce qui concerne le rapprochement du parlementaire à sa population, puisse être une politique édifiante et concluante pour la population. Merci beaucoup à vous, Adam Adjono. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Firmin Teko Abou. Moi, c'est à deux volets. Le premier volet, moi, je voudrais envoyer un salut affectif à toutes les forces de défense et de sécurité qui sont au nord du Togo aujourd'hui, qui sont en train de lutter contre le terrorisme. Le même salut affectif à toutes les forces de sécurité et de défense de tous les pays du Sahel qui luttent contre le terrorisme. Je voudrais vous dire que nous vous soutenons. Vous avez notre appui. La lutte contre le terrorisme, nous vous soutenons dans cette lutte. N'ayez pas peur, Dieu sera avec vous. Continuez, ayez le courage. Cette lutte, nous allons la gagner.
Cette lutte, nous la gagnerons. Cette lutte, nous la gagnerons. Alors, sachez que Dieu vous protégera. Alors, le deuxième volet, c'est quoi? Vous savez, c'est par rapport à mon centre, le centre de recherche de géopolitique internationale Firmin Teko Agbo. C'est par rapport à la nouvelle constitution. Depuis un moment, nous partageons sur les réseaux sociaux les visuels qui parlent des articles de la nouvelle constitution. Ces articles qui rentrent dans le cadre de la mise en place des institutions de la nouvelle République. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, cette semaine, nous avons sorti l'article 37 qui dit que le président de la République est rééligible pour un mandat, une seule fois pour un mandat de 4 ans. Alors, pourquoi nous sortons ces visuels? C'est pour dire en réalité à ceux qui nous dirigent que le temps pour mettre en place les institutions de la République, le seul temps-là est très court. Nous sommes en octobre et d'ici, mais on devrait déjà mettre en place toutes les institutions. Nous avons à mettre en place la nouvelle présidente de la République, nous avons à mettre en place la présidence du Conseil des ministres, nous avons à mettre en place le protecteur du citoyen, nous avons à mettre en place le gouverneur, nous avons à mettre en place les sénateurs, parce que les sénateurs et l'Assemblée nationale, ou c'est-à-dire les députés, vont se réunir en congrès pour élire le président de la République, c'est-à-dire suffrage universel indirect. Nous avons à mettre en place le Conseil d'État, la Cour de cassation. Moi, je voudrais demander, je voudrais dire à ceux-là qui nous gouvernent, est-ce que nous sommes déjà prêts? Le boulot, il est grand. Alors, monsieur le président de la République et à tout son personnel, on a du boulot. Nous vous encourageons. Notre centre va vous accompagner. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Vous êtes également journaliste, chroniqueur politique et directeur du Centre de recherche de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Guillaume Hor. C'est tout un honneur. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maougnan, à Joa à la réalisation, à Gaston Afanou et Richard Amedessou à la diffusion, à Fofogolo à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.